Entrevista com Boubacar Ndiaye, entrevistado por Karen Workman e Jonas Samaúma, São Paulo, 24 de maio de 2024. Projeto Conte Sua História. Afinadores de ouvido. Entrevista número PCCSH-HV 1399. Nessa mesma entrevista participa Bai Papá de Tialá, entrevistado também por Karen Workman e Jonas Samaúma, São Paulo, 24 de maio de 2024, projeto Conte Sua História. Entrevista PCSH-HV 1399. Non, en général, dans ces petites méditations, pour commencer, moi, je fais une invitation à la personne, mais à les personnes qui ont fait un voyage jusqu'aux les premières mémoires que vous avez. Alors, si on ferme les yeux et on respire et on fait notre mémoire voyager en recherche de cette première mémoire de notre vie. Cette mémoire peut être quelque chose, un honneur, un sentiment, un touche, une parole, mais on va jusqu'à elle. On laisse la mémoire, on rentre dans cette mémoire. On se sent là-dedans. On pense qu'il y a des autres bruits dans ces moments-là, il y a des autres sentiments. On essaie d'être là. Comme si on était un bébé, peut-être, dans un moment très original. Dès qu'on se sent là, on essaie de se promener dans cette mémoire, de voir ce qu'elle nous provoque comme sentiment. Et c'est une bonne sensation. Non, c'est une angoisse. Qu'est-ce que c'est qui vient là, quand on est là-dedans de cette mémoire? Et lentement, doucement, très doucement, on sort de ce moment et on revient doucement à notre vie maintenant, au Brésil. Du Brésil à le festival, du festival à Musée de la Personne, la maison, votre arrivée ici, notre conversation, notre image fait tout ce voyage pour entrer dans ces studios. On a réglé des choses, des lumières. On est assis. On voit la chambre des studios. Et comme vous voulez, quand cette mémoire qui a voyagé jusqu'à là et elle est venue jusqu'ici, au moment que vous voulez, vous pouvez ouvrir les yeux. Et on commence. Bon, je voudrais vous inviter à dire une fois de plus votre nom, chacun. D'où venez-vous? Où est-ce que vous êtes né? Et on peut ensemble raconter un peu de cette mémoire, de votre premier moment dans la vie.
Alors, Je m'appelle Boubacar. Mon nom de famille, c'est Ndiaye. Je suis griot. Dès que je prononce mon nom de famille, ça me fait penser et remercier mon premier ancêtre il y a 7 siècles de cela. Lui s'appelait Malo Ndiaye. Le suivant m'appelle Ndiaye. Puis Déthié Ndiaye. Ndiaye Samba Sanaba Ndiaye, Ngundu Kodduwe Ndiaye, Madika Samba Ndam Xaar Ndiaye. Sa maam Lebu Ndiaye maa kitaar bi daan jigéen Ndiaye moo jur sa maam moo jur Samba Ndiaye. Samba Ndiaye moo jur maa koddu Samba ma ca daara Jolof Ndiaye. Naar Ndiaye ma ca Pir ma jëgg ma ca Rimboot Ndiaye xaj baaka walloo Ndiaye jaaja Ndiaye Ndiaye Mbàkke Ndiaye. Ndiaye Boubacar Ndiaye et je suis là devant vous. Tel un arbre avec ses racines, sans lesquelles l'arbre ne tient pas debout. Et sans faire de bruit, il nous offre ses fruits. Il crée au même moment du lien, le va et le vient, le donner et le recevoir. Car tout ce qu'on retient, il le sait l'arbre, à force manquera de vie et pourrit. Si l'arbre nous donne ses fruits, c'est pour rester en vie. Dans mon bol de griot, tout ce qu'on m'a appris, c'est rester dans le lien pour rester en vie, car l'éternité, c'est s'aimer dans le cœur des humains. moi, je m'appelle Baïchar Mbaye, artiste musicien, compositeur, auteur, né à Dakar. Je vis à Toulouse actuel. Griot de paternel, maternel. Musique, djembé, sabar, tama, percussion spirituelle. Ce qui m'intéresse, moi, sur le percussion, c'est surtout la percussion spirituelle. De pouvoir partager l'âme de la percussion me donne de le transmettre les autres qui sont devant moi. Donc aujourd'hui, je suis honoré et content d'être là devant vous avec mon percussion tama. Merci. Alors maintenant, vous pouvez utiliser la percussion pour faire l'histoire et on peut suivre un peu. Et ma suggestion, ce serait de comprendre un peu c'est quoi cette tradition de des 7 générations. C'est quoi cette tradition? C'est quoi le rôle d'être griot sur cette génération? Comment ça se passe? Les griots utilisent la parole pour relier l'homme à ses semblables. Le griot parle de cœur à cœur et de corps à corps. Le griot représente le gardien de mémoire. Son rôle, c'est de retenir ce qui s'était dit, ce qui s'était fait, et le répéter dans la manière la plus agréable, la plus douce, sans casser des liens, mais tisser pour élever l'homme vers le haut. Le griot raconte pour rencontrer les autres. Le griot parle pas à l'absent, mais à celui qui est présent. Et donc, on parle à celui qui est présent en répétant ceux qui sont absents, qui avaient répété dans nos cœurs. On les invite au même moment de nous donner de la force pour être en lien avec les autres. Donc, dans la tradition des griots, c'est ceux qui gardent la mémoire, qui chantent, qui jouent de la musique, qui racontent la mémoire des êtres humains.
On peut commencer depuis des générations. Selon l'âge, la transmission est faite différemment. Selon ce que fait l'enfant, la journée, on lui raconte le soir ce qu'il a fait, une histoire qui correspond exactement à ce qu'il a fait. Selon l'âge, on peut raconter une épopée, des grands faits, on peut raconter des histoires qui constituent le fondement de notre vie pour l'aider à se tenir debout, à connaître ses racines, son histoire. Donc le griot est là à travers proverbes, dictons, à travers histoires, légendes, pour nous parler tous les jours. Mais le griot doit connaître aussi tout ce qui l'entoure. L'histoire des familles. Avant de raconter, connaître. Mais avant de connaître l'histoire de l'autre, on dit que en Afrique, le chemin le plus long, c'est le chemin qu'on parcourt à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver la clé qui ouvre les 7 portes pour nous permettre de communiquer avec les 7 étoiles du ciel. Et là, on peut ouvrir nos bras. Donc, ce qui est important, c'est le lien avec nous-mêmes. Dès que c'est fait, le lien avec les autres, c'est à la fois facile. Parce que tant que les ennemis intérieurs ne te feront pas de mal, ceux de l'extérieur ne pourront rien pour vous, pour toi, ce qu'on nous dit. Donc, le griot raconte. Dans raconter, il y a des histoires animalières, il y a des épopées, l'histoire de ces grands faits. Et le griot raconte beaucoup des histoires avant l'arrivée du colonisateur. C'est là où l'Afrique a sa parole. Cette parole étouffée, nous sommes là pour raconter. Depuis des générations, nous répétons. En racontant une histoire, en répétant une histoire, on l'habille de nos couleurs, couleurs de nos cœurs. C'est là où l'histoire peut se transformer. Mais on n'a pas le droit de mentir. Parce que la parole est divinement exacte. Il convient d'être exact avec elle. Sinon, on se coupe de nous-mêmes, de la chaîne des ancêtres, de la chaîne de transmission. C'est pourquoi notre parole vaut plus que la vie. C'est comment cet entraînement, quand vous étiez petit, dans la village que vous étiez, comment c'était la vie? Comment ça se passait? La parole commence, on est dans le ventre de notre mère. C'est là où la communication commence à travers des chants, à travers des berceuses, à travers des prières, pour garder le lien qu'on a avec cet enfant. De 0 à 7 ans, on est à l'école de sa mère. La première école, c'est l'école de la mère. On apprend tout dans la cour. La mère qui nous regarde, avant de nous accueillir déjà à travers ses chants. Samadong sama sote dunda matanyan. Ulai mongari yan la. So dunde banga mage. Peral sai rango. L'enfant arrive, on l'accueille avec des chants. Le chant rythme notre vie. L'espoir est toujours notre clé qui ouvre toute porte. Quelle que soit la situation de la vie,
on l'accueille avec croyance, comme un cadeau que nous offre la vie. Donc l'enfant qui est là, tout le monde l'accueille. L'enfant grandit, tout le monde s'occupe de lui. L'enfant qui a envie de danser, même s'il commence à marcher, ce qu'on fait, c'est avec des rythmes qu'on l'aide à danser, à prendre sa place, à prendre son rythme, à lui faire confiance. Donc jusqu'à 7 ans. Et de 7 ans à 7 ans, parce que la vie est divisée par des parties de 7 ans. De 7, deuxième septénaire, c'est 14 ans. Il est toujours à l'école de ses parents, surtout de sa mère. Et à partir de ce moment-là, 14 ans, c'est là où on remet en question. Et que notre mémoire, c'est comme une sorte de couscoussier. Et c'est là où, normalement, dans l'Afrique traditionnelle, on nous amène dans l'initiation dans la forêt. Pour se relier au monde végétal, animal, minéral, et là, la vraie religion, la spiritualité africaine, c'est ça, se relier avec tout ça. Et au retour, on a 21 ans à appliquer ce qu'on a appris. Et à l'âge de 42 ans, on a le droit à la parole. Avant, on n'a pas le droit à la parole. On écoute. Dans la tradition africaine. Alors, vous allez ensemble avec des autres griots qui sont plus vieux, c'est ça? Oui, ah oui, on écoute. Là, dans l'Afrique traditionnelle, c'est le droit d'aînesse dès qu'on arrive. Celui qui a été initié, quand il parle, on se tait. On l'écoute. Et souvent même, on baisse les yeux. Et c'est pour apprendre. C'est-à-dire apprendre. Et de 42 ans à 63 ans, on doit rendre ce qu'on a appris. Et après? Et après, on est comme une statue. C'est l'âge de retraite. En Afrique traditionnelle, comme le répète si bien Amadou Hampâté-Bâ. Quoi? Là, c'est l'Afrique avant. Cette Afrique-là, transmise depuis la nuit des temps, par les griots, par les personnes d'âge mûr. Et cette Afrique-là, c'est avant l'arrivée du colonisateur. Et nous, c'est cette Afrique-là qui nous parle. C'est cette Afrique-là qui nous porte. C'est cette Afrique-là qui nous sauve la vie. Notre mission, c'est de répéter ce qui faisait que l'homme garde sa dignité. Répéter ce qui faisait que l'homme est debout. En tant que griot, nous sommes là pour répéter tout ça. Aller puiser, écouter les personnes d'âge mûr et répéter maintenant. Chanter ça à travers des histoires. Comme la vie, c'est une histoire. Oui. Et voilà. Ah, vous le verrez. Yow de histoire. Waaw yow def rek wax ngoon réew tam li nga dafa bari doole. Waaw. Ça beneen affaire la ci quoi. Ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez parlé? Mais tout ce que tu dis là, je pense que c'est important. Je voulais qu'il s'exprime avec travers la musique. Il dit, mais Ouais. déjà, ce que tu dis, c'est tellement important qu'il l'entende. Ouais, parce que l'instrument, c'est un instrument qui vient de Walo Walo. Walo Walo, c'est dans le nord du Sénégal.
ce qu'on appelle le tama. C'est des instruments qui sont très respectés. Si aujourd'hui je suis là, d'avoir l'occasion d'être parmi vous, je ne veux pas citer ce nom et d'où il vient. Quand je dors ce soir, je ne veux pas dormir bien. Donc il faut que j'explique que ça vient de Walo, ça vient du nord du Sénégal. Je voulais faire sonner parce que c'est un tambour avec un pot de varan. Pot de varan, c'est un tambour très respecté, très fragile. Si tu fais une fausse note, la peau, il se perce. Wow! Alors, c'est comment la formation d'être un griot musical? C'est la même. C'est quoi? Comment à se passer dans ton histoire? Moi, dans mon histoire, je pense que c'est les percussions qui viennent me chercher dans la famille de griots. Je suis né dans une famille de griots de très spirituels. Mon père, il est griot, mais spiritualité. Dans la famille griot, un griot percussion, conteur, danseur, chanteur et chanteur spirituel. Et mon père, il fait partie des griots chanteurs spirituels. Mon grand-père, il fait partie du griot chanteur spirituel, ce qu'on appelle Cheikh Djedjalao. Ma famille, ils ont tous choisi que je sois le griot percussionniste. Ils ont choisi ça. Ils ont choisi ça pour moi. Et dans ce cas-là, je porte lourd parce qu'ils ont choisi ça pour moi. Ils me disent, toi, tu es le griot percussion. C'est pour ça que je ne sais pas chanter. Je n'ai pas des histoires à rencontrer. Et les histoires, c'est avec mon baguette de la main. C'est ça mon histoire. C'est très beau. Alors, dès qu'on commence, parce que les 7, je crois que c'est les 14 ans, jusqu'à 14 ans dans cette formation, toi, tu as dit que c'était la mère. Et toi, tu as dit que c'était le père. Et la mère. Alors, je voudrais que vous me parliez un peu de votre mère et père. Parce que j'ai lu qu'il
Toi, tu as 2 mères, hein? Alors c'était quoi? C'est comment, la mère quand vous étiez petits, non, la présence de la mère et de le père, c'était comment? Qu'est-ce que vous rappelez de tout ça? Parce que vous êtes des parents, mais chacun était dans une partie de la famille, non? Ouais. Quand on dit famille, c'est la grande famille. Pas forcément même père, même mère, et la grande famille des cousins. Parce que la famille africaine, elle est grande. Très, très grande. Moi, je n'ai pas connu de père. Mais grâce à 2 mères, je n'ai pas senti l'absence d'un père. Lui, il était polygame. Il avait 2 femmes. Toutes les 2 étaient amies avant d'être co-épouses. Quand j'ai eu 6 ans, il est parti au pays des ancêtres, c'est-à-dire changement de domicile. Ça veut dire mourir. En laissant une trentaine d'enfants. Avec les 2 mères? Avec les 2 mères. Ce que je raconte dans Femme mon école. Vous arrivez chez moi, il n'y a pas de porte. On n'a pas besoin de sonner ni de taper, vous êtes chez vous. Vous arrivez chez moi, dans la cour, il y a plein d'enfants. Il y a beaucoup de femmes parce que parmi les 30 enfants, il n'y a que 5 garçons. Tous les autres sont des filles. Toutes ces filles, mes sœurs, sont devenues des mères avec des enfants, mais pas autant que Yaye Fatou et Yaye Nabou. Yaye Fatou, c'est ma première mère. Yaye Nabou, ma deuxième mère. Dès que vous arrivez à la maison, vous ne pouvez pas ne pas la voir. Yaye Fatou, je peux la présenter. Elle est grande de taille, couleur d'ébène. Pour nous, elle, c'est l'homme de la maison. Vous arrivez, vous ne pouvez pas ne pas la voir. Et son regard nous suivait partout. Même dans les toilettes, on avait l'impression qu'elle nous voyait. Elle avait un pouvoir sur nous. Parce que c'est elle qui a un rapport avec le monde des génies, des marabouts. Quand un enfant doit naître, c'est elle qui part. Consulter les ancêtres pour leur demander si son prénom lui portera bonheur. Elle, tout ce qu'elle transmettait, c'était la partie spirituelle, la partie rigueur, la partie baïfal, qui est un peu le soufisme du Sénégal, à travers ses chants. Tout ce qu'elle racontait tournait autour de ça. Pour moi, c'est l'homme de la maison. Et à ma droite, elle s'appelle Yaye Nabou. Elle aussi, elle est grande de taille. Elle est très belle, avec une voix d'oiseau. Elle ne nous grondait jamais. C'était notre camarade. On jouait avec elle. Mais seulement, il ne fallait pas lui toucher le cou, sinon elle tombe en transe. Elle était une force étrange. Et seule sa bouteille d'eau mélangée de gris-gris pouvait la calmer. Elle tombe en transe aussi lorsqu'on lui informait brutalement une bonne ou mauvaise nouvelle. Il fallait tout le temps passer par Yaye Fatou, elle. Seule elle savait lui dire.
Elle était comme sa grande sœur. D'ailleurs, elle l'appelait toujours petite sœur. Mais elle nous a beaucoup raconté l'histoire. Elle chantait. Et toutes les deux m'appelaient moi petit docteur Ngom. Docteur, Docteur Ngom. c'est dire Qui qu'est-ce a demandé l'enfance, mais l'enfant, on m'appelait docteur Ngom. À l'école, dans le village, tout le monde m'appelait Ndiaye Boubacar. Mais à la maison, docteur Ngom. Et je ne savais pas. Lorsque même un camarade de classe venait demander au nom de Boubacar, on lui disait non, Boubacar n'habite pas ici. Je ne comprenais pas, c'est alors que je suis parti consulter mon dictionnaire parlant ma grammaire. Elle qui savait répondre à toutes les questions, qui avait du temps. Elle me dit, Ngom, c'est le nom du meilleur ami de ton père. En réalité, lui, il était docteur, vétérinaire, qui voyageait de village en village pour soigner les animaux malades. Tout le monde le connaissait et ton père, pour immortaliser sa relation avec cette personne qu'il aimait tant, il t'a donné le même prénom. Je lui disais toujours, mais grand-mère, moi, je ne suis pas docteur, je suis un danseur. Elle me dit, alors danse. Dès que tu veux quelque chose, alors danse. Danse. Et puis, il me dit, mais tu es danseur, mais aussi docteur, parce que tu sais, en faisant avec ton cœur, du bien, tu peux soigner. Ce jour-là, j'étais, moi, éclairé d'avoir une réponse. Je suis parti au marché pour lui acheter des noix de cola. Elle les goûte après les avoir râpées, bien sûr. Et c'est là où, parce que les grands-parents, les mamans, dans la journée, ce que je disais tout à l'heure, regardez ce que tu fais dans la journée en tant qu'enfant, où un seul geste pouvait suffire pour qu'elle te raconte une histoire qui correspond à ce que tu viens de faire. C'est ça aussi la tradition orale. On parle de l'arbre à palabre. On pourrait dire l'arbre de vie. Ça peut être devant une case. C'est le moment de transmission. Mais avant de transmettre, avant de raconter, il faut vivre avec la personne. Et c'est ce qui est important dans cette tradition-là, qu'on te regarde faire. Parce que là-bas, on dit que l'oreille, tous les jours, l'oreille va à l'école. Il fallait dire quelque chose, il pouvait nous raconter une histoire. Surtout les grands-parents. Nous, on est les camarades des grands-parents. Les petits-enfants pouvaient tout poser. Et généralement, les grands-parents ont plus de temps. C'est pourquoi la majeure partie des Africains te dit ma grand-mère, mon grand-père. Parce qu'ils avaient beaucoup plus de temps. Ils ne sont pas exclus. Ils ont vécu. Ils ont vu, on dit toujours en Afrique, avant de parler, demande à celui qui a vu le soleil avant toi, qui a vu la lumière avant toi. Cette organisation-là, c'est important. Nous, ça nous parle aussi. Donc, c'est là où elle pourrait raconter une histoire selon ce qu'on a fait, selon une question et une histoire arrête. Généralement, ce sont des légendes, des histoires animalières. On raconte beaucoup d'histoires autour du monde animal. Parce que la tradition africaine dit l'homme est un animal vertical parlant qui aime entendre critiquer les autres. Il est content. Et dès que tu le critiques directement, ça ne lui fait pas plaisir. C'est pourquoi, pour ne pas vexer l'homme, on passe par l'intermédiaire d'un conte pour lui parler. L'homme aime aussi qu'on lui dise « c'est toi le plus beau ».
c'est toi le plus fort. Et pour ne pas attiser cette soif d'augmenter notre ego, on passe par l'intermédiaire d'un conte pour parler à l'homme. Le fondement de cette tradition-là, c'est ça, de cœur à cœur et de corps à corps. Avec toujours une moralité. Dès qu'on n'a pas le temps, un seul proverbe peut suffire pour te dire l'essentiel de ce qu'on a envie de te dire. Boo dee dema dem ba xamatoo foo jëm, dellusil fa nga jóge woon. Si tu ne connais plus là où tu vas, reviens d'où tu viens. Bul sëgg mukk di yor taatu jàmbur. Lu ko may keneen dina sëgg gis sa bas. Ne te baisse jamais pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Sinon quelqu'un d'autre se baissera et regarde dans le tien. Garab lu mu njool njool, xob ya daanu ca suuf. Si élevé que soit l'arbre, ses feuilles tomberont toujours par terre. Làmmiñ amul yax waaye dagg na yax. La langue n'a pas d'os, mais avec la langue on peut casser des os. Ci àll ba bu ñey yee def jëf saay-saay wala ñuy def lu bon, ñax ma rek moo sonn. Dans la forêt, que les animaux, les éléphants se battent ou qu'ils fassent l'amour, c'est toujours l'herbe qui est écrasée. Baax benn baax, baax ñaar baax, baax ñett ñu la wara. Il est bon d'être bon une fois, 2 fois, et c'est bon, ça suffit. 3 fois, tu deviens trop bon. Trop bon, tu deviens bonbon. Et bonbon, on te mange. On peut y aller jusqu'à demain, des proverbes qui peuvent revenir. Ça veut dire tout ça, c'est une façon aussi de répéter sans imposer des images. Parce que la parole africaine, l'oralité, son objectif, c'est d'humaniser l'homme. Qu'il reste dans le lien. Pas que la compréhension de la tête, la compréhension de tout le corps. Et dans chaque pays, avant de raconter une histoire, il y a une formule. Au Sénégal, en France, on dit « il était une fois ». Au Sénégal, avant de raconter, il y a une formule très importante. C'est quoi? On dit « léeboon » et vous répondez « lippoon ». Léeboon, lippoon. Ça veut dire un conte. Lippoon signifie raconte. Mais c'est pas fini. On rajoute « amoon na fi », répétez « daana am ». Amoon na fi, daana am. Amoon na fi signifie il était une fois. Daana am signifie il en a toujours été ainsi dans le temps. Ba mu amee yaa fekkeem yaa wax ñu dégg. Est-ce que tu étais là quand il en était ainsi? Yaa wax ñu dégg, c'est toi qui racontes et nous on t'écoute. Waxi tey mat na dégloom sa jas moo ci raw. Tu ne perds pas ton temps en écoutant que des contes. Sa jas moo ci raw, surtout tes contes. Et généralement, avant de raconter une histoire, on écoute d'abord la parole du silence. Dès que le silence s'invite, on peut commencer à raconter. Parce que dans le silence, on pense aux ancêtres. Dans le silence, on pense aux absents qui s'invitent pour nous donner de la force. C'est là où on n'a pas le droit de mentir. C'est là où on n'a pas le droit de jouer un jeu. Parce que jouer un jeu nous pousse à être fatigués dans notre vie. Elle disait toujours, la vie est beaucoup trop courte pour ressembler à celui que tu n'es pas. Et tout ce qui est dans le cœur apparaît net sur le visage.
Alors réagis et vis avant de perdre le goût de cette vie qui ne fait que passer, habillée de plusieurs couleurs, et nous demande juste de l'embrasser. Et avant de parler, on nous demande de tourner la langue 7 fois. Et surtout se poser 7 questions. Lesquels? Qu'est-ce qui arrive au monde si je ne raconte pas? Et une fois que j'aurai raconté, comment sera le monde? Quoi raconter au monde de tout ce que je sais? Et qu'est-ce que les gens vont raconter de ce que j'ai raconté? Et puis, qu'est-ce qu'on racontera sur ces gens-là? Est-ce nécessaire de le faire? Est-ce que j'ai le statut? Est-ce que j'ai été bien formé? Si je n'ai pas le statut d'un griot formé à parler, écouter avant de parler, je vais me contenter au conte devinette animalier. Si je ne dois pas raconter les épopées, la parole qui fait le fondement d'une société, je dois me taire pour ne pas utiliser la parole qui casse les liens, qui divise, la parole humiliée. Dès qu'on aura répondu à toutes ces questions, on parle et de tous les organes de l'être humain qui se trouvent au niveau de la tête, un seul est doté de 2 barrières. C'est la langue. La première barrière, c'est celle des dents. La deuxième barrière, celle des lèvres. Avant que la langue franchisse toutes ces barrières-là, la tête doit réfléchir que la langue doit continuer à tisser les liens et prendre soin au lieu de faire de mal. Les yeux sont exposés, le nez exposé, les oreilles. Et on nous dit toujours, vous le savez bien, pourquoi on a une seule bouche et 2 oreilles? On n'a pas besoin d'expliquer. C'est parce qu'on doit écouter 2 fois et ne parler qu'une seule fois. La tradition africaine utilise beaucoup la simplicité pour que tout le monde comprenne de suite. Ne pas couper la tête avec le reste du corps. Mais dire, et dès qu'on dit, l'autre comprend de suite. Et dès que l'autre comprend de suite, on est en lien. Dès qu'on est en lien, tout le monde est bien. Et la transmission, généralement, se fait le soir, la nuit. La nuit qui est réservée aux rêves ou l'imagination pour facilement transformer la dimension des choses. La nuit. On ne voit pas la couleur de la peau de l'autre la nuit. On ne voit pas l'autre, il est riche ou pas la nuit. On est ensemble autour du feu. La transmission se fait comme ça. Et chacun a sa place. Répétant les mêmes choses, ça nous fixe et ça nous donne une confiance d'être dans une seule et unique famille. En chantant la même chanson, on se sent ensemble. C'est comme ça qu'on se donne la force, de la force, quelle que soit la situation. Et la mort n'est pas un tabou.
On nous parle beaucoup de la mort avant de nous parler de la vie. C'est quoi la mort? Comment elle est vécue, la mort? Je vais répéter une histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Parce que la mort, c'est un retour. Avant la naissance, qu'est-ce qu'il y avait? Où on était? Est-ce qu'on le sait? C'est l'histoire d'un petit garçon, il s'appelle Da'am Yakar. Il vit avec sa grand-mère. Sa grand-mère qui le regarde tous les jours. Tout ce qu'il fait, sa grand-mère regarde. Et le soir, il raconte une histoire qui correspond à ce qu'il a fait de la journée. Ainsi, en écoutant sa grand-mère, il s'instruit et grandit. Le temps passe. Un soir, il est arrivé, il ne voit pas sa grand-mère sortir de sa case. Puisque c'est son camarade, il se lève, il ouvre la porte de sa case. Il a vu sa grand-mère sur son lit, très fatiguée. On peut dire très malade. Il lui dit, « Mamboy, xanaa da nga ragal dee? » Grand-mère, as-tu peur de mourir? Elle lui dit, viens me voir. Viens, j'ai quelque chose à te confier. De suite, elle s'est levée. Regarde, avant ma naissance, j'étais dans la demeure la plus belle de la terre. Le ventre de ma mère. Et un jour, même avant ce jour, j'étais bien dedans, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et un jour arrive, on ne fait pas passer une porte vers un autre monde. Au début, je n'aimais pas. J'ai crié, j'ai pleuré. Et les bras tendus vers moi, des sourires. J'ai très vite aimé être un enfant choyé, câliné. Et je voulais rester un enfant pour toujours. Et on m'a fait passer une autre porte vers un autre monde, le monde des adultes. Il y a une partie que je n'aimais pas du tout. Une autre partie de ce monde-là que j'aimais. Rencontrer des gens, un mari, de l'amour, des enfants et voyager partout. Je voulais rester ainsi, belle, jeune et voyageuse. Mais à peine vouloir rester dans ce monde-là des adultes que l'on m'a fait passer une autre porte vers un autre monde. Le monde de la vieillesse, de l'âge mûr, comme le fruit d'un arbre, prêt à être acquis pour nourrir l'univers. Et là, je suis au terme de ma vie, tu me demandes si j'ai peur de mourir. Je voulais juste te dire que durant tout ce temps-là, moi, ta grand-mère, j'ai appris qu'il me reste une autre porte à traverser et je suis prête. Mais grand-mère, alors tu ne seras jamais partie? Tu sais, c'est ainsi la vie. Naître, grandir, mourir pour mieux revivre. Alors à chaque instant, danse. Et moi, que tu célèbres, je serai avec toi. Et je danserai avec toi. Danse. 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 C'est ainsi finit mon conte pour aller tomber dans la mer. Celui qui l'aura respiré en premier ira au paradis. Et nous faisons tous. Et si on dit oui à la vie, nous sommes tous au paradis. Merci pour l'histoire. Toi? Et moi, mon histoire, c'est simple, parce que
Donc, moi, ma mère, c'est mon tati. Mon père, c'est mon tonton. C'est Taki, c'est quoi Taki? Ma mère, c'est mon Sa tati. tante. Ah, Tati. Ah, ok. Mon père, c'est mon tonton. Mon père épouse sa nièce. Et à ce moment-là, ils ont fait 9 enfants ensemble. Et mon père nous a eu très tard. Rien que moi, lui, il est né 70, il est né 27. Moi, je suis né à 77. C'était l'écart. Donc, il nous a eu tard. Et j'ai encore le dernier, j'ai 4 derrière moi. Mon père, il a fait un enfant qu'il appelle Bast. Que la petite, elle est née, elle n'a pas compris qu'est-ce que ça passe dans cette maison. Est-ce que c'est son papa? C'est son papi. Il l'appelle papi. Jusque-là. Et moi, mon père, comme je dis, il était imam de la grande mosquée de notre quartier à Dakar. Celui qui célébrait tous les mariages, celui qui célébrait les morts, les cérémonies de mort, celui qui célébrait les naissances des enfants qui viennent d'arriver sur Terre. C'est pour ça, tout à l'heure, je dis que moi, j'ai été choisi pour être le griot de traditionnel. Je disais, eux, ils sont griots et spirituels. Et très forts, très connus et très respectés. Et mon père épouse ma mère. Ma mère était jeune. Elle avait 16 ans. 1949 et 1927. T'as vu l'écart aussi. En plus, sa cousine, il faut qu'elle l'élève parce que ma mère, elle était jeune. Mais elle a réussi de le faire 9 enfants. 6 filles, 3 garçons. Pour résumer, parce que moi j'ai une histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont tous fonctionnaires d'État. Je suis le seul griot. Parce qu'on m'a poussé pour être le griot traditionnel. À l'âge de 10 ans, je commence à pratiquer le percussion. Être connu dans le quartier. Un petit garçon qui joue partout, qui aime jouer tout le temps dans le quartier. C'était moi. Et toujours ma mère me poussait. Et quand je joue, il vient me surveiller. Est-ce que je fais ça bien? Mais mon père, il est de loin, il regarde. À ce moment, j'ai grandi. J'ai grandi avec des amis d'enfance. Et un jour, le grand frère de mon père m'a offert un percussion. Percussion qui a dû dater, je ne sais pas quand, mais quand je l'avais vu, c'était très, très, très vieux instrument. C'était une chance pour moi. Donc, ils m'ont tous accompagné pour que je sois le griot du quartier. Garde la mémoire de percussion. À ce moment, j'ai commencé à acheter des percussions, tu sais, quand il y a des percussions, et ça attire des amis. Tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de taper. Et au Sénégal, c'est pas tout le monde qui ont le droit de jouer. C'est que des griots qui ont le droit de jouer percussion. Saba, djembé, rien, soroba et le drama. C'est que des griots qui ont le droit. Et là, il y a tous les amis d'enfance qui viennent me fréquenter parce qu'il y a plein de percussions. Finalement, j'ai créé un groupe. Ça s'appelle groupe Bar Yaï. Bar Yaï, ça veut dire la bonne mère. À ce moment, on commence à être intéressé parce que ça commence à bien jouer. On travaillait dur, on répétait, on faisait des compositions. Et tout le Dakar commençait à penser à nous regarder. Et c'est pas bien vu au Sénégal quand tu es griot et les autres qui t'accompagnent, ils sont pas griots. J'étais le seul. Et les grands griots me faisaient peur. Les anciens me faisaient peur. Parce que quand j'ai une cérémonie à animer,
ils viennent derrière pour me regarder, pour voir est-ce que je fais ça bien. Ça me faisait un peu peur. Mais comme je suis accompagné de quelque chose que moi, je n'ai pas vu, peut-être je ne le connais pas, il me connaît, mais moi, je ne le connais pas. Et quand je joue, après, c'est eux qui sortent l'argent, l'écran, de me le donner, de me récompenser, pour juste me dire bravo, félicitations. Et sur le chemin, comme je dis, mon père, toujours, il était éloigné, mais de temps en temps, il m'appelle pour me dire 2, 3 mots dans les griotives. Mais toujours, ma mère, elle est là pour m'accompagner, pour me dire ce que tu fais hier, c'est pas bon. Ce que tu fais avant-hier, c'est bon. Parce qu'on m'apprend pour être le griot. Ça, c'est l'histoire de ma mère et mon père. Et nous, les 9 enfants de ma mère et mon père. Il y en a qui travaillent à la Banque centrale de Dakar. Il y a des sages-femmes d'État. Il y en a qui travaillent à la mairie de Dakar. Ils sont tous fonctionnaires d'État. Je suis le seul musicien de la famille. En ce moment, je me sentais toute seule et je convoquais mon petit frère. Que mon père, il ne voulait pas qu'il joue. Non, comme je dis, j'étais le soigné. Et moi, je viens passer derrière et je dis, venez me voir. Ne me laisse pas toute seule. Il voulait que tu aies menuisier, tailleur, comme tu veux. Mais moi, je veux que tu aies un griot comme moi. J'allais acheter un percussion. Je lui donnais tous les jours, il vient m'accompagner. Mais en se cachant, il se cache. Il ne voulait pas mon père le voir parce que mon père, il ne voulait pas qu'il joue. La vie continue. On a réussi de vivre dans la même ville à Toulouse avec petit frère. Très, très belle voix. Un grand homme spirituel. Écoute bien, un jour, il m'a dit, je vais arrêter de jouer sur la scène. Je vais devenir un griot spirituel. Donc l'héritage est, comme mon père, il ne voulait pas que mon frère joue des percussions, parce que mon père, il voulait que mon frère ait un griot spirituel. Plus tard, après, mon frère sentit que c'est un griot spirituel. Il a arrêté de monter sur la scène. Il a arrêté de jouer. C'est une fois d'or. Quelqu'un très aimé, un grand artiste. Un jour, il me dit, c'était juste pour t'accompagner. Mais c'est toi le griot. Je vais arrêter la musique. Il a arrêté la musique et devenu un griot spirituel. Donc, ça c'est côté paternel. Côté maternel, ma mère, mon grand-père c'était un griot comme Boubacar, conteur, très connu, Aladji Alioune Fall, connu à Dakar, à Ngarem. Et de ce côté, lui, il y a beaucoup de chanteuses. Ma tante, la petite sœur de ma mère, très connue au Sénégal, et c'est une grande chanteuse et une grande dame, très connue au Sénégal. C'est la petite sœur de ma mère. Ça, c'est côté de ma mère. Ils sont plus pratiqués griot traditionnel, griot chanteur, griot danseur et griot percussion. Côté de mon père, c'est des griots vraiment spirituels, connus et respectés. Donc, j'ai les deux. Quelle force. Donc, j'ai le choix. Mais les deux, ils sont avec moi. J'ai deux héritages. J'ai l'héritage maternel, j'ai l'héritage paternel. Mais je préfère pour l'instant l'héritage maternel. Parce que l'héritage paternel, c'est tellement lourd. Dans mon sang de paternel, je devais être un imam. Je devais être un guide spirituel. Et c'est dans le sang de mon père. Je vais les laisser avec mes frères. Si tout le monde est guide, on guide qui?
Comment? On va parler la journée, mais la nuit. Tout le monde est guide. On guide qui? Donc, je préfère eux me guider et je les laisse me guider. Je suis leur disciple, entre guillemets, mais je suis leur griot. Moi, mon histoire, c'est résumé. Ouais. Ce que je sais dire, mais je suis plutôt avec mes doigts. Et j'ai jamais appris le percussion. Personne m'a jamais appris. Ah ouais? Jamais. Il n'y a personne qui m'a jamais dit, c'est comme ça, hein? Ou c'est comme ça. Une seule personne. C'était un djembé. J'étais le soliste du groupe et je devais partir en Europe. Première fois, en Belgique, en 2001. On a monté un programme de ballet. C'était moi le soliste. Et il y avait un autre. J'arrivais pas, mais le faire sur cette djembé. Oh, les gars, on me critiquait tout le temps. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et quand je rentre chez moi, je dormais pas. Je dis, il faut que je réussisse de faire ça. Et je vais aller voir quelqu'un qui s'appelle Morniaï. J'ai sorti une petite monnaie pour le dire, je rajoute cette note. Sur 2 jours, je réussis d'avoir cette note. C'est ça qui m'a dit qu'elle partir se tourner à 2000 en Belgique. Et j'ai jamais appris la percussion. Bon. Et après ça, vous êtes allé plusieurs fois en Europe parce que maintenant, vous vivez là-bas, non? Comment ça se fait? Voilà. Être griot après. Mais griot. Mais après, je préfère être un artiste. Parce que moi, ce qui me concerne, je pense que c'est dans l'art. Mon griotisme, c'est dans mon sang. Et mon artiste, c'est dans la création. Moi, je suis plutôt dans la création. Je suis plutôt dans le moderne musique, dans tous les cas. J'aime bien mélanger la kora et une guitare. J'aime bien mélanger trompette et un balafon. J'aime bien mélanger le dama et le batterie. J'aime bien aussi faire traditionnel typique. Mais en ce moment-là, j'aimerais bien, je suis déjà griot. Griot, on est griot. On ne devenait pas griot. Je suis déjà né griot. Mais ce qui reste là, je vais devenir un artiste sans frontières pour pouvoir ouvrir d'autres chemins, pour pouvoir ouvrir d'autres portes, pour aller découvrir eux, qu'est-ce qu'ils ont dans leur sac comme musique. Quand tu dis tu es griot percussionniste, on dit, ah, il est griot musique, ça. Si tu n'as pas assez de bagages, tu es juste griot, mais tu n'as pas musicien. En ce moment, je suis un artiste. Je vais continuer ce chemin parce qu'on a pas mal d'hérité nos enfants qui sont nés en France, qui sont des mamans françaises, c'est des enfants métis, papa griot, sénégalais, africain. Pour les transmettre cette tradition, il faut passer par le moderne. Raison pour laquelle j'ai des griots à la maison, les violoncelles et les pianos. Si je ne modernise pas mon griot et mon artiste, ils vont être bloqués. Donc, moi, je suis obligé, en tant que percussionniste, de moderniser mon chemin de musique pour mes enfants, que je les appelle les enfants métis. Sortir un album s'appelle Enfants métis. C'est pour eux. Je ne les ai pas forcés de jouer de tambour, mais juste, ils sont nés griots. Il y a la guitare, il y a le piano, il y a une batterie, pas de trompette,
télévision, non. Tu as tous les instruments modernes qui existent. Tu peux exprimer ton griotisme avec ces instruments. Après ce moment, j'aimerais bien l'esprit pour attirer les griots métis sur autrement. Le culture domino. Moi, maman blanche, ils ont les deux passés des enfants du monde. Ouais. C'est mon histoire résumée. Oui, parfait. Très bonne. On revient. Je vais faire une autre leçon, mais pourquoi avez-toi, toi, ou avez-vous, je sais pas, aller en France, non, vivre là? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi? Moi, c'est par le biais des études. J'ai grandi au Sénégal jusqu'à l'âge de 24 ans. Toute mon enfance, je l'ai fait là-bas. Et je suis la seule personne. Et là aussi, c'est intéressant parce que ma famille, je suis le premier qui a eu le bac dans cette famille, déjà. Alors, l'école était une école française. Ah oui, au Ok. Sénégal, l'école française et tout ça, mais dans la famille des griots, la plupart arrêtent très facilement l'école très tôt. Surtout, j'ai une famille où il y a beaucoup de femmes, donc beaucoup de filles. Mes mères ne sont pas parties à l'école. Je me rappelle dans mon enfance, lorsque je revenais pour mes devoirs, ma mère me disait, t'as appris tes leçons? Je dis oui, viens réciter. Elle prend mon cahier, je récite selon comment je récitais. Elle voyait que je ne maîtrisais pas, elle me dit non, va apprendre. Elle voulait que j'aie le bac, même si elle ne connaissait pas du tout. Et je me suis rendu compte après. Je me suis rendu même compte après qu'elle ne pouvait pas lire. Pour moi, elle savait tout. Parce qu'elle prenait mon cahier, elle me dit, vas-y, apprends. Vas-y, dis-moi ta leçon. Et selon comment. Elle pouvait savoir de suite, ah non, il n'a pas maîtrisé cette leçon. Parce que j'étais beaucoup, que ce soit primaire, collège, j'avais à l'intérieur des troupes, c'est-à-dire troupes de théâtre, on appelle théâtre total. Pour très tôt, je dirigeais, c'est un mot comme ça, où j'aimais autour d'une histoire, mettre de la danse, du chant, et on jouait un petit sketch en jouant ce conte ou ce récit. Et pendant les ce qu'on appelle les fêtes de foyer, c'est-à-dire que ça soit plus au collège, des associations d'élèves, où tout le monde, tous les élèves sont présents et on présentait quelque chose. Et on me connaissait comme ça, et en même temps, je faisais mes études. À certains moments, là où j'habite à Tivaouane, la partie artistique prenait beaucoup de place. Elle m'a envoyé à quelques kilomètres de là où j'habite de Tivaouane. Elle m'a amené chez sa sœur, sa grande sœur, dans l'optique que je puisse avoir le bac, parce que le côté artistique prenait le dessus. Quand je suis parti là-bas, là c'est après, également après CM2, et je marchais presque 5 kilomètres pour aller dans ce lycée-là, toujours à pied. Et là aussi, cette partie artistique
repris le dessus. J'ai eu mon bac, je suis parti à l'université Au Sénégal. au Sénégal. Et après un DEC de droit, je suis venu continuer mes études en France. Et je me dis, elle n'avait vu ça que grâce aux études, je pourrais partir. Parce que si je n'avais pas fait d'études, je ne serais pas là. Pour moi, même pour parler le français, traduire tout ce qu'elles m'ont transmis aujourd'hui. Et quand je suis arrivé ici, j'apprenais pour avoir les papiers, mais je sais que ça ne me parlait pas. Les études, vraiment. Parce que je le faisais pour la famille. Parce qu'ils ont cotisé, va, et tu reviens avec de grands diplômes pour aider la famille. Après 3 ans, j'ai arrêté tout. Au début, ils se disent, mais attends, il a perdu la tête. Notre fils a été même marabouté. Parce que la famille qui attend. Même des gens prennent la pirogue au risque de mourir pour aller en Europe. Moi, je suis parti et après, j'ai tout arrêté pour dire, parce que les questions que les gens me posaient, que ce soit à l'université, ailleurs, dans des associations, autour de la culture africaine, tout ça m'a amené. C'est ça déjà qui m'a poussé à faire ce qu'on appelle le puits à parole, cette association-là, en 2007. Cette nécessité de raconter. Mais raconter, c'est avant tout. Avant de se marier, il faut se marier avec soi-même. Quand j'ai tout arrêté, au début, c'était difficile. Mais il fallait montrer aux parents que j'y arrive. C'est pourquoi quand j'ai raconté devant les 350 maires francophones, avec la lettre du maire de Paris, j'étais fier de montrer ça à mes parents. J'ai joué un petit rôle. Avec Omar Sy, c'est Samba, c'est un petit rôle. Mais tout ça, quand on le voit au cinéma, comme si notre fils arrive ici. Et moi, c'est pas ça que je cherche. Je cherche à être un griot qui raconte. Je ne cherche pas à être un acteur de cinéma. Ce que je cherche, c'est être sur les routes de la rencontre, comme faisaient mes anciens. Mon oncle, Abdoulaye Ndiaye Diossane, c'est quelqu'un qui est connu, qui a accompagné Léopold Sédar Senghor, presque tous les présidents. C'est un griot connu partout au Sénégal. Il est parti il n'y a pas longtemps. Lui aussi, j'ai beaucoup appris avec lui. Par sa transmission, parce que je collectais auprès de lui aussi. Donc c'est ça qui m'a amené ma vie à travers le voyage, à travers l'école. C'est l'école m'a permis quand même de voyager. Maintenant, je crois que une dernière question, on a parlé de l'histoire, de les histoires, de la musique, de la famille, de la mort. C'est quoi la relation de tout ça avec la foi? Parce que ton père était imam même, non? Ça, c'était fort. C'est quoi ça? C'est quoi la foi dans votre formation? Comment est-ce que vous avez vécu ça et comment est-ce que vous vivez ça en France? Parce que la France, c'est tellement différente. Alors, Mais la foi, c'est notre fondement. Tout. La foi, on croit à l'autre monde. On croit à une force qui a créé le monde et qui nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Et ça, on l'a répété tellement, ça fait partie de nous. Maintenant, on sait que chacun a sa façon, comme il l'appelle. Autant de langues dans cette vie, autant de façons, de manières de considérer ou d'appeler Dieu, d'appeler cette force. Là, c'est notre tête, là, qui pense à ça, ici, qui explique ça. Nous sommes des croyants.
Et nous savons que l'expression de Dieu sur terre, c'est la nature. Donc moi, j'ai du mal à croire, à même accepter des gens qui détruisent la nature et prient Dieu, par exemple. C'est comme détruire la nature, c'est comme insulter Dieu. Parce que la nature, c'est l'expression de Dieu sur terre. Donc, apprendre. Aller à la quête du savoir. Ce qu'on dit en Afrique. La fortune la plus grande des fortunes qu'on peut donner à quelqu'un qui n'en avait pas et qui devient aussi riche que toi sans t'appauvrir. C'est la connaissance. Tous les jours, on va à la recherche de ça pour se remplir parce qu'on est à moitié rempli en tant qu'être humain. À la rencontre d'autres êtres, on se remplit d'eux et on continue notre chemin. La foi que demain, on aura servi effacée de l'autre côté aussi. Et on nous a beaucoup appris. Et c'est même intégré. Même le mot peur de mourir, ça ne nous arrive pas. Si je veux exagérer là-dessus. Mais je vous dis, ils ont réussi, les parents. Ils ont réussi. Parce que la mort ne nous fait pas peur. On l'accueille. Et c'est ce qu'on a envie d'apprendre à nos enfants. C'est d'accompagner les gens. Au Sénégal, dès qu'on annonce le décès de quelqu'un, tu le connais pas, tu te prépares pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Ce rappel-là permanent, je pense que c'est important. Une façon de nous dire, mais elle est là. C'est le vêtement que tout le monde portera un jour. Mais avant de mourir, il faut vivre. Notre Bible de Serigne Touba nous disait toujours, travaille comme si tu n'allais jamais mourir. Prie Dieu comme si tu vas mourir demain. Et moi, je dis que la peur donne plus de force à celui dont on a peur. Et une mémoire ne s'endort jamais. Seule celle empêchée, étouffée, sombre dans l'oubli. Si elle est lourde, elle peut nous pourrir la vie. C'est pourquoi au Sénégal, dans la famille des griots, l'handicapé, c'est pas celui qui ne sait pas marcher. Et c'est celui qui a quelque chose à dire et qui n'ose jamais s'exprimer. Tant que tu ne parles pas, on ne te connaît pas. Et dès que tu ouvres la bouche, tu te dévoiles. Et tu réponds présent à cette invitation au festival de la vie qu'est le monde. Quel rôle as-tu envie de jouer? Spectateur, acteur. Chaque rôle est important, mais rester acteur tous les jours, à force, on prendra ta place. C'est qu'on écoute beaucoup, mais après, dès que ton tour est arrivé, il faut que tu t'exprimes. Prendre ta place. Merci. Toi, sur la foi?
sur la foi, moi, la croyance, j'ai eu mon héritage deux fois. J'ai eu mon héritage griot, ce que je vous dis tout à l'heure, et j'ai eu mon héritage spirituel. Et mon père, avant de partir, il a donné chacun son héritage. Soit tu le pratiques, ton héritage est là. Soit tu ne le pratiques pas, ton héritage est là. Mon grand frère, il n'est pas loin d'être imam dans le quartier. Il commence à travailler un peu dans la mosquée. Donc, son héritage. Mon frère, c'est un des chefs dans un guide spirituel du Sénégal. Mon frère, c'est un des chefs responsables dans le baïfalisme en France. Petit frère. Et je suis toujours resté côté tradition. Mais mon héritage spirituel, il est avec moi. Et parce que j'ai eu la chance, je l'ai beaucoup côtoyé. Beaucoup. C'est moi qui étais sa main droite. Tout ce qu'il voulait faire, c'est moi. J'étais son secrétaire. Il m'a donné beaucoup de secrets. Même ses propres enfants, ils viennent me demander, jusqu'à aujourd'hui, des secrets que leur papa m'avait dit. Donc, j'ai eu mon héritage avec lui. Et ça, je vais le garder. Je vais le garder. Je ne serai jamais avec ça. Il est quelque part. Peut-être un jour viendra cet héritage dominera. Mais aujourd'hui, je suis sur cela. Et Inch'Allah, j'aimerais bien qu'un jour, cet héritage prenne sa place. Chaque chose à son temps. Mais j'ai eu mon héritage comme tous ces enfants. OK. Bon, pour finir, je voudrais vous inviter à que vous faites un cadeau d'une histoire ou d'une musique en laissant à la République brésilienne, non? Qu'on va enregistrer ça, on va passer ça. Alors, pour qu'ils puissent, au Brésil, ils puissent nous laisser soit un mot, soit une musique. Mas é que agora já como fala. Mas acho que pode ser. Se eles têm uma memória marcante deles com o Lamba. Mas posso pedir para eles falarem a história e música? Vai lá para encaixar essa pergunta. Não. Depois a gente pergunta isso. On discute c'est quoi la question. Bien sûr. Il veut faire une question. Si on a le temps, on va. Oui. Bon, OK, on laisse la musique et on laisse l'histoire. Et avant, il voudrait savoir si vous avez une mémoire importante avec les baobabs. Avec les Baobab, c'est quoi? C'est l'arbre. L'arbre, oui. Ah oui, le baobab. C'est le tribunal de l'Africain. Le baobab, c'est le lieu de transmission. Le baobab, il y a longtemps aussi, c'est le lieu où on enterrait les griots. À l'intérieur. Alors, il symbolise la transmission autour du baobab. Se passent également des fêtes, des mariages, des naissances. Et dans chaque village, généralement, on trouve un baobab au centre. Et chaque famille, moi dans ma famille, dans mon village d'origine, pas à Tiawan, à Taïbandiaï, notre village d'origine, il y a l'arbre de nos ancêtres là-bas. Mes gris-gris, je les cherche là-bas. Je viens, je fais des sacrifices. On sacrifie, que ce soit un animal, des cahiers. On prépare un repas pour les ancêtres, qu'on les amène. Ils reviennent avec un gris-gris.
Dès que j'ai un problème, je cherche quelque chose. Ou quand je voyage là-bas, je pars demander la force aux ancêtres avant de repartir. Ce que faisait aussi ma mère, maintenant elle est partie. C'est nous qui faisons. Donc le baobab, à part donner, c'est un arbre qui donne des fruits. Avec ce fruit-là, on peut faire du jus de fruits de baobab. On peut manger ça comme des bonbons naturels. On utilise les feuilles du baobab. On utilise l'écorce du baobab. Le baobab, c'est un arbre qui me suit partout. Mais on dit que la force du baobab se trouve dans ses racines. Sur les baobabs, c'est une musique. Le baobab, musique avec le baobab. Ok. Ça va? Termine fort. Proverbe dans le chant. boo dee dema demal ba xamatoo foo jëm del sul fa nga jóge woon. Si tu ne connais plus là où tu vas, reviens d'où tu viens. boo yenoonu diis day ñaawal sa doxin wa. À force de porter des choses lourdes sur ta tête, ça déforme vilainement ta démarche. waaye boo xamatoo foo dëkk déglul sa xol. Si tu ne connais plus tes origines, arrête-toi un instant et écoute ton cœur. Kaddu amul tànk waaye day tukki. La parole n'a pas de jambes, mais elle voyage. Un arbre, sa racine tombe plus facilement qu'un arbre enraciné. Nous avons ensemencé les graines du savoir. Nous avons ouvert par le sourire des cœurs des femmes et des hommes. Nous
nous avons ramassé des fagots de bois morts et nous avons allumé la flamme. Ensemble, nous avons formé un cercle. Dans l'unité et la diversité, nous allons danser, célébrer au nom de la mémoire. Car une mémoire ne s'endort jamais. En la chantant, les ancêtres s'invitent pour nous donner de la force à continuer à être debout et aller jusqu'au bout. Géwal Mbaye danaa way ba sama xalima xëy jaax danaa la kañ di la gën ba xëy ma tële yaa di borom xam-xam yaa di borom mën-mën waaw jaarama waay Géwal Mbaye Wow. Ah waaw. Bravo, 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 bravo. Ndeysaan. Bravo. Merci. Merci à vous. Merci. Je t'aime.